les uns et les autres. Écoutez, je vous propose de commencer, ça fera venir ceux qui ont encore prévu de se connecter. Donc, le CNR Tech est très heureux de vous accueillir là pour cette restitution du projet Mode 3D, projet initié en 2019, si je ne me trompe pas, d'un budget d'un peu plus de 20 millions de francs, qui embarque le BRGM et le SGNC. Je laisserai l'équipe se présenter par la suite. Ce projet nous tient à cœur parce que c'est un projet qui est sur la géologie, sur à la fois des technologies qu'on a on en a parlé tout à l'heure, un peu et évoqué lors du projet Ophiostruct, donc 2016, si je me rappelle bien, et qui a été ensuite appliqué vraiment concrètement pour l'estimation des ressources de la Nouvelle-Calédonie quelques années plus tard. Le but là, du projet, c'est d'essayer d'allier ou de joindre les approches de géologie, de géostatistique et de géophysique. Alors, je vous laisserai choisir dans quel ordre vous préférez les avoir. Mais ce sujet, c'est vraiment que la géologie, c'est un métier de données et que ces nouveaux moyens d'acquisition de données via la géophysique et via toutes les avancées que l'on a en la matière, c'est des opportunités aussi d'affiner les approches de géologie et d'exploration, de modélisation. Donc, c'est bien l'ambition du projet. J'en profite pour en parler tout de suite. Vous avez dû être invité aussi à un retour d'expérience que l'on fait à la station N de temps en temps, et là spécifiquement ce jeudi sur le sujet de la géophysique, où on sera plus général et surtout plus international pour voir d'autres cas d'usage de la géophysique, pardon, euh, au niveau métropolitain, au niveau australien. Voilà, donc aujourd'hui c'est très spécialisé, très pointu. Jeudi, le but c'est de voir des cas d'usage potentiellement plus large. Voilà. En termes d'organisation, on va vous proposer de garder vos questions pour la fin de la présentation. La présentation, on est de l'ordre de 3/4 d'heure, tu me confirmes, Séverine? On va faire pour tenir, oui. Tu nous Voilà, dis si donc, jamais on déborde trop, mais ouais, on est calé comme on peut les uns avec les autres et on est tous un peu éloignés. Donc, voilà. voilà. Mais je pense que ça devrait le faire. On a dans tous les cas au maximum 2 heures. L'idée en général, c'est de viser 3/4 d'heure, 1 heure de présentation et se laisser le temps pour les questions. Mais je vous suggérerai de garder vos questions pour la fin parce que c'est pas rare que dans des présentations comme ça, finalement, il y a des réponses à vos questions qui arrivent peu après. Donc, notez bien vos questions. N'hésitez pas, pour les gens à distance, à les mettre dans le chat et on y reviendra sur la partie questions-réponses à la fin. Voilà. Écoutez, sans plus attendre, je laisse la parole à Séverine du BRGM, déjà pour une présentation du consortium. Et derrière, je vous laisse vous passer la parole. Ça marche. Donc déjà, je vais me présenter quand même pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc moi, je suis géologue et modélisatrice 3D sur GeoModeler au BRGM. Donc c'est devenu ma spécialité, mais je suis bien géologue à la base. Et donc j'ai coordonné ce projet à partir de 2020. C'était pas moi au début, mais à partir de 2020. Et donc vous avez ici présent pour l'équipe du BRGM Nicolas Gilardi, en haut à droite là, et, voilà, qui lui s'est occupé de la partie exploration des données, donc géostatistique, grosso modo. Pierre-Alexandre, qui est ici aussi, qui est géophysicien, qui s'occupe de toute la partie aéroportée. Donc, ils se présenteront aussi après, hein, au niveau des discussions. Et puis, il y a Frédéric Dubois, géophysicien aussi, qui va arriver vers 8h30. Voilà, donc je vais démarrer par l'intro, tout simplement. Vous me dites si vous voyez. Vous voyez quelque chose ou pas? Parfait. Super. Donc aujourd'hui, c'est la présentation des résultats, donc uniquement de la fosse de Thio. Excuse-moi si c'est possible de mettre en grand écran.
Ah, c'est pas un grand écran là pour vous. Non. Ça, c'est Voilà. bon? Ouais, parfait. Merci. Ça marche. Moi, j'ai un truc en bas là qui me gêne, mais vous le voyez pas, je pense, hein. La barre en bas à droite, vous la voyez pas, vous? Non, non, on la voit pas. Non. Ok, bon, bah, c'est bon alors. Donc, l'objectif du projet Mode 3D, c'était de développer une démarche prédictive permettant d'anticiper la répartition des ressources minéralisées au sein de deux profils d'altération, en fait, dans deux contextes géomorphologiques différents. À la base, l'idée, c'était d'avoir deux fosses exploitées, une en mode plateau et l'autre en versant. Donc, il y a eu toute une part dont je ne parlerai pas là, mais de choix du site qui s'est fait grâce aux miniers hein, qui ont vraiment participé et qui nous ont transféré leurs données qu'on a validées. Et bon, les événements divers et variés ont fait qu'on a pu faire qu'un des deux projets, donc qui est sur le site de Thio, donc la fosse de Grand Saint-Pierre, donc qui est un site de plateau. Donc ensuite, tester la démarche à partir des données de gisement déjà exploitées. Donc pourquoi déjà exploitées? L'idée, c'était d'avoir accès en fait au socle et surtout à la fracturation. Donc si on a les niveaux d'altérite au-dessus, on ne voit rien. Par contre, si la fosse est un peu vidée, on peut accéder à ces fractures et les observer, les mesurer surtout sur le terrain. En troisième lieu, c'était reconstituer en 3 dimensions la structuration géologique du gisement, donc une modélisation géologique 3D, à la fois des enveloppes du profil d'altération, donc grosso modo la saprolite, la latérite au-dessus et le socle en dessous, mais aussi et surtout l'impact du réseau des failles hein, sur la distribution du nickel. En l'occurrence, hein, ça aurait pu être les autres teneurs, mais là on s'est occupé du nickel uniquement sur ce cas test. Voilà. Ensuite, modéliser la signature EM, donc électromagnétique du gisement, une fois reconstitué, donc en utilisant en fait ce modèle 3D géologique, en inversant les données en fait, et identifier quels sont les guides géologiques qui vont jouer sur cette réponse EM en fait qui est calculée, hein, qui n'est pas mesurée mais qui est calculée. Et donc améliorer l'interprétation des futures acquisitions ou des acquisitions qui ont déjà eu lieu sur la Nouvelle-Calédonie. Et enfin, contribuer à affiner les guides géologiques et donc géophysiques de prospection pour mieux localiser les structures géologiques favorables aux enveloppes minéralisées dans un contexte calédonien. Donc voilà pour les objectifs. Donc je vous ai fait un petit peu cet organigramme hein, qu'on suit depuis le début du projet. Donc vraiment pour montrer un petit peu tout ce qui a été fait et la manière dont les choses se sont imbriquées. Donc la fosse exploitée, dont vous regardez toujours en haut à gauche, la première chose c'était ce que je vous ai expliqué, le choix du site. Donc il y a eu plusieurs jalons de validation de fait pour choisir ce site-là. Ensuite, il a fallu récupérer toutes les données avec des formats différents et les transformer, ces données. Donc ça, c'est récupération des données ici en vert. Donc tout ce qui est en vert, c'est la partie géostatistique, plutôt en bleu, la partie géologique et en orange, la partie géophysique. Donc vous voyez que depuis la récupération de ces données, on est parti sur une analyse exploratoire et géostatistique des données de sondage. Donc il a fallu trier ces données pour les mettre en forme et pouvoir les intégrer dans les différents logiciels que l'on a utilisés pour les modélisations. Vous voyez en dessous, j'ai mis le nom des personnes donc, qui ont été impliquées ou très fortement impliquées dans ces travaux. Donc ici, Nicolas Gilardi qui vous fera sa partie de présentation. Il y a eu d'autres personnes en fait très impliquées, mais qui sont parties du Bergem, donc qui ne seront pas là aujourd'hui. Donc il a fallu mettre ces données en forme. Donc ça, c'est une grosse partie que j'ai assumée pour la modélisation 3D géologique. Et puis en bas, vous voyez une campagne d'acquisition qui a été faite par les géologues Benjamin Lebaillon et Stéphane Le Simple, qui est de la SGNC. Donc pour acquérir ces fameuses données de mesures structurales sur les failles essentiellement, mais aussi des échantillons. Ils ont prélevé des échantillons pour faire des mesures de résistivité pour habiller les modèles de géophysique à la fin. Donc ça, c'est ce que vous voyez en bas à gauche. Ces mesures ont été faites par le laboratoire Antea, qui se situe à Orléans, à côté du Bergem. Donc, tout ça pour en fait habiller des modèles, intégrer des modèles. Donc, le premier, c'est la modélisation géologique des enveloppes, du profil d'altération et du réseau de fracturation. Donc, on a fait un petit peu les deux séparément. Pourquoi? Parce que les enveloppes, ça va être par le biais des sondages et la fracturation par le biais de la campagne de terrain. Les simulations à partir des analyses exploratoires, donc des simulations 3D qu'on a ensuite intégrées dans le modèle géologique, et les modélisations 1D et 3D de résistivité, donc c'est la partie géophysique,
qui aboutissent aux 3 modèles que vous voyez tout à droite. Et de tout ça, on essaye de sortir des guides d'exploration géologique et géophysique en contexte de plateau ici, puisqu'on s'occupe de la fosse de Grand Saint-Pierre. Donc, vous voyez que ce cheminement, c'est le cheminement qu'on va vous faire au niveau de la présentation. Donc, on va commencer par la modélisation géologique 3D, la campagne de terrain. Ensuite, on fera la partie géostatistique et puis on finira par la partie géophysique. Donc, je vais arrêter et passer sur l'autre diaporama. Hop. Donc, on va faire pareil. Et vous me dites quand c'est bon pour vous. C'est bon. Ok, donc là, on est pour la partie modélisation géologique 3D. Donc, je vais pas m'attarder en fait sur le détail en fait de la méthode, mais relever quand même certaines complexités du projet hein, qui, en fait, c'était nouveau hein, pour nous. On n'avait pas l'habitude de traiter toutes ces données-là. Donc, pour la partie sondage, je vous ai montré ici à gauche, en gros, ce qu'on a reçu hein, comme données. Donc, c'était quelque chose de très fourni. Il y avait plus de 3000 forages, mais aussi des orthophotos, des MNT, etc. Et ces données-là, il a fallu les mettre en forme, les trier et comprendre comment on allait les utiliser, en fait, pour la modélisation 3D et pour faire les explorations et la géophysique. Donc, vous voyez à droite, ici, je vous ai mis en gros le profil d'altération qui nous intéresse. Donc, la partie latéritique avec séparation de latérite rouge et jaune, la saprolite en dessous et le bedrock en dessous. Et vous voyez à droite les modèles de paramètres géologiques qu'on a relevés dans les échantillons de sondage avec la partie fraction, les niveaux d'altération, les lithologies et les faciès. Et c'est ça qu'on va utiliser dans les analyses exploratoires. Le modèle 3D, lui, s'occupe de cette partie ici, des grandes enveloppes en fait, du profil d'altération. Donc, ces données, une fois qu'on les intègre dans le GeoModeler, donc GeoModeler, c'est un logiciel qu'on utilise au BRGM pour faire de la géologie 3D et qui est très, très fort pour la partie structurale. Vous voyez que si, par exemple, j'intègre toutes les données de lithologie, on a une sorte de code barre en fait, ici. J'ai un écho, je ne sais pas vous. C'est bon? Ok. Donc, ça fait un système de code barre ici, surtout dans la saprolite, en fait, qui est dû à l'alternance entre la dunite et la hesburgite, et puis des niveaux qui sont un petit peu compliqués à interpréter, en fait, donc on ne peut pas utiliser tel quel dans la 3D. Donc, il a fallu traiter ces données-là. Et là, on appelle ça des troncatures qu'on a fait dans les sondages, dans les données de sondage, qui sont des passes de 1 mètre. Hein. Donc, 1 mètre par 1 mètre, et tout un tas de descriptions, plus des teneurs, etc. Et donc, il a fallu trier tout ça. Donc, c'est un énorme travail qui a été fait par Charlène Coutin, qui n'est plus au BRGM, mais qui a fait ce travail-là et qui avait travaillé avec la SLN en l'occurrence, et ça nous a beaucoup aidé pour trier toutes ces données. Donc, voilà ce que ça donne une fois intégré ici dans le modèle 3D. Et une fois trié, on n'a plus que l'enveloppe de la latérite en rouge, la saprolite en vert et le socle en bleu. Le résultat, une fois modélisé, donc je vous passe en fait toutes les techniques de modélisation, hein, mais à partir de tous ces sondages, en fait, donc il y en a plus de 1038 dans le modèle géologique de la fosse, on a pu faire ressortir à la fois les volumes et aussi les surfaces de la base de ces formations. Et on a constaté qu'effectivement, il y avait une forte structuration en boîte à œufs, donc ce n'est pas nouveau, hein, on savait à quel point ça existait. Toute la difficulté qu'on a eue, c'est de maîtriser en fait l'amplitude de cette boîte à œufs, surtout l'amplitude verticale. Donc, vous voyez surtout en bas à droite, dans la saprolite, là en vert, vous voyez que ça fait vraiment des amplitudes verticales très importantes. Et on s'est posé la question, en fait, même si c'est connu, de savoir si cette amplitude était vraiment validée pour cette fosse dans ce cas-là. Donc, on a vérifié en fait dans le modèle. Vous voyez ici en bas à gauche, vous avez des forages hein, qui sont codés donc en vert pour la saprolite, en bleu pour le bedrock. Vous voyez qu'il y a des forages qui, eux, continuent d'être beaucoup plus profonds que ce que le modèle propose. Donc, la question, c'est est-ce qu'on approfondit ou pas le profil et pourquoi les autres forages qui sont juste au-dessus, eux, s'arrêtent avant dans la roche saine. Donc, deux choses importantes qui découlent de ce travail-là, c'est que cette amplitude en fait, de la boîte à œufs va dépendre beaucoup de la profondeur des sondages. Donc, si le forage est arrêté tôt,
finalement, on prend le risque de s'arrêter sur un noyau de roches saines sans avoir vraiment réellement atteint le socle. Donc, en fait, le modèle va vouloir lisser alors qu'en fait, il n'a pas vraiment atteint le socle. La deuxième difficulté, c'est la distance de projection que l'on fait dans le modèle 3D à travers des coupes. Donc, c'est ce que je vous ai montré dans les schémas à droite. Si vous projetez à une distance très élevée, vous allez faire rentrer plus de forages dans votre coupe. Et dans ce cas-là, les forages très éloignés, mais qui sont beaucoup plus hauts et qui forment cette boîte à œufs, vont rentrer dans la coupe et on va contraindre le modèle par rapport à quelque chose qui est relativement faux. Donc, la bonne distance que l'on a trouvée, c'était la distance de 5 mètres. Donc, on n'a pas projeté des forages à plus de 5 mètres dans les coupes du modèle 3D. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu les difficultés ou les réflexions qu'on a dû mener tout au long du projet et en avançant. Là, je vous montre le résultat uniquement sur la saprolite, donc cette structuration en boîte à œufs. Donc, ce qui est intéressant, c'est une fois qu'on a validé toutes ces interprétations, c'est de voir que on a une structuration en fait qui se présente. Donc, c'est les traits blancs que je vous ai mis. Et cette structuration, finalement, elle est subparallèle aux failles bordières. On va en parler après dans le modèle structural, mais aux failles bordières qui ont été déjà observées sur le terrain ou en partie, et après mises en évidence par les modélisations de ces failles. Donc, il y a deux orientations qui ressortent, nord-ouest-sud-est et nord-est-sud-ouest. Donc, ça, c'est les failles bordières. Et il y en a une au milieu qui est est-ouest, qui celle-là n'était pas vraiment visible. Elle avait été déjà détectée par la SLN sur une carte géologique qu'on nous avait transmise, mais ce n'est pas quelque chose qu'on avait retenu au début des travaux. Donc, ça, c'était intéressant comme résultat. Ça, c'est pour vous montrer donc, le travail de terrain. Donc là, essentiellement vraiment ciblé pour aller au fond de la fosse et aller chercher les fractures et les décrire et surtout les mesurer pour intégrer les données dans le modèle structural. Donc, vous voyez le schéma qui ressort de cette étude. Quelques photos de garnierite hein, qui marquent vraiment ces grands plans de fracturation que vous voyez sur le schéma structural en haut en bleu. Donc, ça borde vraiment la fosse par tout un système très serpentinisé. C'est des petits points noirs qui matérialisent cette serpentinisation. Et la même chose au sud avec la grande faille rose-violette un peu, qui est juste dans l'autre sens, mais qui borde finalement entièrement la fosse. Les bordures est et ouest n'ont pas été vraiment observées sur le terrain puisque finalement la fosse n'était pas complètement vidée, donc ils n'ont pas pu avoir accès à cette structuration-là. Et ça vous donne les schémas que vous voyez ici en bas, avec une fosse dans laquelle on a un profil d'altération qui est vraiment cloisonné entre deux systèmes de grandes failles normales et très serpentinisées. Et puis en bas à droite, vous avez un petit schéma avec des fractures qui se trouvent, elles, au niveau de la partie nord-ouest, à côté du rubannement en vert. Là. Ce sont des fractures, pas des failles mineures, mais qui ont l'air de drainer les drains, ou alors de les arrêter. Donc ces fractures, on les a modélisées aussi. Et la seule chose qu'on n'a pas modélisée, c'est le rubannement, parce que ça, d'un point de vue technique, c'est difficile à faire et ce n'était pas forcément stratégique sur ce projet. Donc voilà, sans rentrer dans le détail, le schéma structural final, une fois qu'on a tout synthétisé les données, à la fois de la carte géologique que nous a fournie la SLN en haut à droite et les données mesurées sur le terrain. Donc vous voyez qu'il y a des pendages là, cette fois-ci, qui apparaissent. C'était important pour modéliser. Donc des pendages plus ou moins forts et plus ou moins bien répartis sur la fosse. Et le résultat intégré dans la 3 dimensions, c'est ce schéma structural-là, où là, on voit que maintenant, en 3 dimensions, on a aussi la pente, enfin l'extension de ces failles, mais aussi la pente, est-ce qu'elles vont vers l'ouest, vers l'est, etc. Et on voit bien le quadrillage ici en dièdre de la fosse, avec les failles bordières au nord en bleu, est en orange, sud en violette, et la seule faille bordière qu'on a vraiment modélisée à l'ouest, qui est noire ici, et les fractures de type drain et écran ici au nord-ouest. Donc tout ça est mesuré et bien cadré par la 3 dimensions. Là, je vais passer assez vite, c'est juste pour vous donner une image un petit peu du vécu quand on modélise. Donc là, on va remonter depuis le socle, qui est ici en bleu, avec les failles que vous pouvez visualiser aussi. Et puis, on va remonter gentiment jusqu'à atteindre la latérite en surface. Donc, vous voyez ici la base de la saprolite, hein, c'est ce qu'on appelle le mur de la saprolite, donc avec cet aspect très boîte à œufs. Là, on a de l'aspect volume entier, hein, donc on va sur le toit de la saprolite. Au-dessus, la latérite jaune.
en volume. La latérite rouge, donc le mur, donc la base, elle aussi très, très structurée en boîte à œufs. Et enfin, le volume de la saprolite rouge et de l'ensemble, en fait, finalement, avec l'impact des failles sur tout cet ensemble-là. Donc, ce qui est important de dire aussi, je vous montre qu'une partie, mais c'est que pour arriver à ce modèle-là, qui est un modèle finalement reconstitué anti-exploitation, il a fallu utiliser un MNT anti-exploitation aussi. Or, on ne l'avait pas, puisque le MNT qu'on nous a fourni était de 2009. Donc, il a fallu le reconstituer en tout simplement le modélisant à partir de la base des ALDE. Donc, ce modèle-là, c'est un modèle reconstitué anti-exploitation. Mais à partir de ça, après, on peut recouper ce modèle comme on veut, y compris avoir accès au modèle actuel. C'est ce que je vous montre là. Donc, quand on recoupe ce modèle donc avec la carte de 2019, par exemple, qui est celle de la SLN, vous avez ici à gauche la carte reconstituée en 2019. Et là, on voit que quelque chose que je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant, ce sont les ALDE qui sont ici en gris, hein, et qui sont présentes. Et donc, si on confronte les deux cartes, on voit que le modèle est tout à fait validé. Et puis, vous avez à droite la carte anti-exploitation avec un fond d'orthophoto ici dessous et l'impact de toutes ces failles sur cette structuration. On peut faire ça sur n'importe quelle surface en fait qu'on voudrait observer. De ce modèle-là, donc on peut tirer des cartes, mais on peut aussi extraire des coupes. Donc on en a extrait quelques-unes, 14 en tout. Pas n'importe comment, on a choisi des directions et des orientations différentes et aussi des structurations géologiques différentes. Pourquoi? C'était pour alimenter en fait les modèles géophysiques qui vont suivre et qu'on vous présentera en troisième position. Donc l'idée ici, c'est, je vous ai juste sorti quelques coupes. Donc vous voyez la coupe C6 par exemple, où on a un profil d'altération complet avec des épaisseurs assez importantes, alors que sur la coupe C15 par exemple, vous n'avez plus ce profil d'altération et par contre vous avez un aspect fracturation beaucoup plus important. Et puis sur la coupe CM, vous avez une partie où il y a uniquement du socle à gauche et puis un profil profond à droite. Donc l'idée, c'est de voir la réponse électromagnétique de ces coupes en les modélisant et en les inversant au niveau de la géophysique. En haut à droite, vous avez l'orientation de ces coupes. Donc, on a pris des coupes orientées perpendiculaires aux structures géologiques, donc nord-ouest, sud-est et nord-est, sud-ouest. Donc ça, c'est ce qu'on fait classiquement, hein, c'est le mieux pour recouper des structures géologiques. Mais on a aussi pris des coupes nord-sud et est-ouest, qui sont des coupes plus classiques, des orientations plus classiques d'acquisition de données géophysiques aéroportées, pour voir s'il y avait une différence, effectivement, entre ces différentes orientations également. On peut faire aussi, à partir du modèle 3D, extraire des grilles. Donc là, je vous présente une grille d'altitude qui montre qu'on a une zone plus profonde au nord qu'au sud et que cette orientation, finalement, de la zone profonde, elle est assez similaire à l'orientation est-ouest, vous savez, de la structuration en boîte à œufs qu'on avait mis en évidence dans la saprolite. Donc, on voit que tout ça est lié et tout ça est bordé, en fait, par les failles qui limitent la fosse et qu'on a pu modéliser. Donc, on peut aussi calculer les épaisseurs puisqu'on a des volumes, etc. Donc, ici, je vous montre une carte des épaisseurs. Celle-ci vous montre que les épaisseurs aussi ont une structuration qui est assez similaire aux failles bordières, donc avec un impact assez important. Des zones plus épaisses, moins épaisses, avec des pointes. Hein, donc ça, c'est cette structuration en boîte à œufs qui va faire des surépaisseurs à certains endroits. Et donc, avec une épaisseur de la saprolite globalement beaucoup plus grosse que celle de la latérite jaune et rouge, avec des épaisseurs de 30 mètres en moyenne, on va dire, pour la saprolite, contre 10 pour la latérite rouge et jaune. Voilà, donc je m'arrête là pour la partie géologie. Je vais passer la main à Nicolas Gélardi pour la partie exploration des données. Et je reviendrai pour la partie simulation. Séverine, comme vous découpez la présentation là, en 3 temps, peut-être qu'on peut prendre des questions-réponses tout de suite sur la partie. Oui, bien sûr. C'est peut-être. Je pose la question, est-ce qu'il y a des questions déjà à cette étape-là? Il y en a, mais je pense que ça sera bien de voir avec l'intégration de la géophysique par la suite. Ok. Oui. Ouais. Okay. S'il n'y a pas de questions tout de suite, je vous laisse continuer. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Nicolas Gilardi. Je suis arrivé au BRGM il y a 3 ans maintenant. Et j'ai démarré quasiment sur mon travail sur le sujet. Donc, j'ai une formation plutôt data science, mais avec une thèse en géostat et machine learning. Donc, c'est
voilà, je me considère pas comme géostatisticien, mais plutôt data scientist. Donc ça, du coup, les travaux autour de l'analyse de données de TIO ont pu être réalisés de cette façon-là. Hop, je vous partage. Excusez-moi, voilà. En attendant que ça arrive, je peux dire que Nicolas en fait a succédé à 2 personnes, donc ça a été un peu compliqué de reprendre à chaque fois le projet après le passage de différentes spécialistes, hein, voilà. Mais bon, ça s'est très bien passé. Merci. Alors, je vais vous présenter du coup l'analyse qui a été réalisée sur les teneurs en nickel et essayer de déterminer à quel point les teneurs en nickel étaient corrélées soit à l'altération, soit au faciès, soit à un certain nombre d'autres informations qu'on pouvait avoir sur les échantillons, sur le contexte de prélèvement de ces échantillons. Donc, c'est une présentation qui a été déjà faite en 2023, en octobre 2023. Mais donc, je vous la repasse. J'ai également gardé la partie sur le cobalt parce que je trouvais intéressant de garder cette information sur ce qui se passe aussi dans la partie latérite. Bon, vous me direz si c'est pertinent ou non. Donc, en ce qui concerne le nickel, on a déterminé à partir des échantillons qu'il n'était présent quasiment que dans la saprolite. Donc, dans cette présentation, je ne vous montre que les résultats d'analyse sur la saprolite. Et on s'est concentré, donc là, dans un premier temps, sur le lien entre le niveau d'altération et la concentration en nickel des échantillons. Donc, ce qu'on observe dans le graphe qui est ici, ce sont des courbes qui représentent la teneur, on va dire, la proportion de nickel dans les échantillons en fonction de la part des échantillons disponibles. Donc, clairement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une courbe qui va être le plus vers la droite possible, c'est-à-dire que ça va représenter des échantillons qui sont globalement plus riches en nickel. Ici, on vous a mis une limite à 2,5% de nickel dans les échantillons, qui nous permet, par exemple, sur la courbe verte ici, qui représente le niveau d'altération 4, donc qui est altéré terreux, de déterminer, quand on se positionne ici à l'intersection entre la courbe verte et le niveau à 2,5% de nickel, ça nous permet de dire on a environ 70% des échantillons altérés de niveau 4 qui, dans la saprolite, qui ont une teneur inférieure à 2,5% de nickel, et on a 30% des échantillons qui ont une teneur supérieure à 2,5% de nickel. Donc là, ce qu'on voit, on a une courbe par niveau d'altération, et ce qu'on voit très nettement, c'est que les niveaux 3 et 4 sont ceux qui ont les plus fortes proportions de nickel. Donc ça, c'était la conclusion de cette analyse. Et les niveaux 1, 5 et 6 sont beaucoup moins riches. Donc les niveaux 5 et 6 étant les plus proches de la zone latérite. On a fait le même type d'analyse sur les faciès et sur la lithologie. Et là, par contre, on n'a pas de différence bien marquée entre les différents faciès en termes de concentration en nickel ou entre les lithologies. Alors, on voit, il y a des lithologies rares, là, je ne me souviens plus exactement à quoi ça correspond. Excusez-moi, je ne suis pas géologue. Mais disons, les lithologies les plus représentées, asburgite et dunite et mélange des deux, on voit qu'il n'y a quasiment pas de différence. Donc, la lithologie n'est pas discriminante en termes de concentration en nickel. On s'est également intéressé... juste pour dire. Oui, brèches, c'est ça, ouais. Alors, les brèches, oui, il y avait un cas un peu particulier, c'était qu'on avait les brèches, on n'en a pas beaucoup, mais effectivement, les brèches ont cette particularité qu'on a beaucoup de brèches qui ont une faible concentration en nickel. Par contre, on a quelques brèches qui ont une très forte concentration en nickel. Ça, c'est une petite particularité de cette lithologie. On s'est également intéressé
à essayer de voir s'il y avait une relation entre l'épaisseur de la saprolite et la teneur en nickel. Et bon, je vous passe rapidement sur ce graphe, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a quasiment pas de changement, il n'y a pas d'évolution de la teneur moyenne en nickel en fonction de la profondeur, enfin de l'épaisseur, pardon, de la couche de saprolite. En revanche, on s'est intéressé aussi à savoir à quel niveau de profondeur en fait se trouvaient les concentrations les plus importantes en nickel, s'il y avait une relation dans la position à l'intérieur de la couche. Et pareil, je ne vais pas trop commenter ces graphes, mais ce qu'ils nous montrent, c'est qu'on a effectivement une relation entre la teneur en nickel et la position le long du puits. Et ce qu'on observe, si on regarde en termes de profondeur, c'est que les plus fortes concentrations en nickel sont autour de 40 mètres depuis la tête de puits. Et ce qui correspond à peu près, on va dire, aux 2/3 de la plupart des forages qu'on a étudiés. Donc on est dans cette zone d'altération 3-4 là, qui est un peu intermédiaire entre la zone vraiment dure, qui nous rapproche de la roche, enfin du socle, de la roche-mère, et la zone latérite. Alors, est-ce que je continue sur le cobalt ou est-ce qu'on passe cette partie-là? Oui, c'est d'accord. intéressant. Oui. Ça marche. Donc, on a fait le même type d'analyse sur le cobalt, donc qui lui est beaucoup plus présent dans la latérite. Donc, je ne vais vous montrer que les résultats concernant la couche latérite. Donc, même principe, hein, on compare les différents faciès et on voit leur relation vis-à-vis de la concentration en cobalt. Et là, ce qu'on constate de façon très nette, c'est que le cobalt est plutôt dans le faciès jaune, donc la latérite jaune, donc qui est cette courbe bleue ici. Voilà. Ensuite, on s'est intéressé là, à voir si, à nouveau, il y avait un lien entre l'épaisseur de la couche de latérite et la concentration. Et pareil, contrairement au nickel, là, on a une relation. C'est-à-dire que plus la couche de latérite est épaisse et moins on a de concentration en cobalt. Là, on voit cette baisse de la médiane de la concentration en cobalt qui diminue en fonction de l'épaisseur de la couche de latérite. Tiens, d'ailleurs, excusez-moi, oui. Bon, il y a une slide qui a sauté, désolé. Donc, en termes de conclusion, en ce qui concerne ces aspects analyse exploratoire pour le nickel et le cobalt, donc concernant le nickel, on a une concentration de nickel qui est plus élevée dans la saprolite que dans la latérite, ça c'était attendu, on va dire. La concentration est statistiquement plus élevée dans les échantillons de niveau d'altération 3 et 4. Donc, en perspective, et on va dire en utilisation de cette information, il ne paraît pas nécessaire de forer jusqu'à la Roche-Seine. On doit pouvoir arrêter les forages plus tôt, en tout cas si on vise les niveaux d'altération 3 et 4. En ce qui concerne le cobalt, donc la concentration en cobalt est plus élevée dans la latérite que dans la saprolite. La concentration est statistiquement plus élevée dans la latérite jaune, et donc ça veut dire vers la base de la couche de latérite, comme on l'a vu. Les couches plus épaisses semblent moins riches en cobalt, donc ça a pour conséquence que il ne paraît pas nécessaire de chercher du cobalt lorsque la couche de latérite est supérieure à 30 mètres, et on verra plus tard que c'est une information qu'on peut avoir apparemment grâce à la géophysique. Alors, en termes de perspective, on a, comme l'a dit Séverine, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ces aspects et puis il y a eu beaucoup de turnover sur les équipes. On a quand même pris un peu de temps à un moment donné pour faire des essais d'utilisation de méthodes de machine learning pour essayer de déterminer des concentrations en nickel des échantillons en mettant un petit peu toutes les informations qu'on avait à notre disposition. Donc là, en l'occurrence, on avait fait un essai où on tenait compte de la minéralogie, notamment parce que c'était une question qui nous avait été posée du lien entre la concentration en nickel et vis-à-vis des autres minéraux présents.
On a également pris en compte le niveau d'altération, le faciès et la litho. Et on a obtenu un modèle prédictif qui donne des résultats qui sont plutôt bons. Alors, il faut se méfier, hein, on a un score là de 0,57% de nickel en termes d'erreur sur les données de test, qui masquent de temps en temps des assez gros écarts. Hein. On peut avoir on voit, les points sont quand même parfois assez dispersés entre observation et prédiction. Mais ce que ça montre quand même, c'est que il y a une relation, elle est modélisable par un algorithme d'apprentissage. Et donc, une perspective à envisager peut-être, c'est de pouvoir pousser un petit peu ces investigations, en particulier en exploitant la donnée géophysique, qui pour l'instant n'a pas été utilisée pour ce type de modèle. Pardon, en tout cas. Hop. Je vais passer à la deuxième présentation. J'ai perdu mon partage, voilà. Donc là, je vais vous présenter la partie vraiment variographie et simulation géostatistique. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé notamment par Laure Pizzella et que je vais essayer donc, de vous résumer. Donc le travail a consisté à essayer de déterminer, de faire une étude variographique de la concentration des échantillons en nickel. Ce qu'on voit, donc là il y a une première analyse variographique d'un point de vue horizontal sur l'ensemble des échantillons, je crois dans la saprolite, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qu'on constate là, c'est qu'il n'y a pas d'anisotropie particulière. On a une distance de corrélation qui est très faible, qui est autour de d'une trentaine, quarantaine de mètres. Donc ça veut dire qu'on a des concentrations en nickel qui sont très très localisées et qui a priori sont isotropes. Ensuite, on a exploré la corrélation vers la profondeur, dans le sens de la profondeur. Donc là, on a 3 directions qui sont proposées et qui ne présentent pas, enfin la direction verticale ne semble pas tellement différente des autres. Et on a également regardé dans la direction, alors là Séverine, je ne vais pas utiliser le bon vocabulaire, mais c'est le rubannement. Le rubannement, merci. Et là, on voit que le rubannement, quand même, se distingue. La direction du rubannement se distingue en termes de distance de corrélation. On a une distance de corrélation plus courte dans le sens du rubannement. Donc, il y a quand même un effet, enfin, ce rubannement a un effet sur la concentration en nickel. À partir de là, il y a eu une série de simulations qui ont été réalisées avec la méthode des plurigaussiennes pour essayer de simuler les différents faciès présents à l'intérieur des couches du système, donc, et qui ont été reportés ensuite dans le modèle géologique. Je vais pas détailler la méthode des plurigaussiennes, mais disons, ça permet de générer des séries de faciès qui sont des simulations, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité, mais ça respecte les propriétés, on va dire, de relations entre les faciès et leur répartition spatiale. Donc, on va générer des séries de simulations, des séries de faciès qui sont réalistes d'un point de vue des observations. Donc, on a défini les différentes enveloppes présentes. Ici, on se concentre sur l'enveloppe saprolite et sur les latérites. Oui, c'est ça, on a également fait les faciès latéritiques. Donc, avec les simulations PGS, on a produit un certain nombre de scénarios qui respectent, comme je vous le disais, les observations. Et on a conservé le scénario le plus probable pour la visualisation, les visualisations qui sont réalisées ici à partir de GeoModeler.
Dans un second temps, on a travaillé sur l'estimation par crigeage des teneurs en nickel dans la saprolite. Donc, c'est ce que nous vous montrons ici, le résultat. Donc, ça, c'est le variogramme qui a été... donc, un variogramme isotrope, comme on l'a vu. Il n'y a pas d'anisotropie dans la répartition du nickel. Donc, ce variogramme a été modélisé et à partir de ça, on a fait un crigeage simplement sur tous les échantillons de saprolite pour obtenir donc cette estimation de la teneur en nickel sur l'ensemble de l'horizon saprolite. Pardon, je vais revenir en arrière vite fait peut-être par rapport à ce que... Alors malheureusement ici, je n'ai pas l'orientation, Séverine, je ne sais pas si tu te souviens, mais je crois dans les conclusions qui avaient été tirées, il y avait quand même un lien assez intéressant qui avait été relevé grâce à ça entre les failles bordières, je crois, et les fortes concentrations en nickel. Ça apparaissait assez nettement grâce à ça. Ah bah très bien, voilà, ok, je vais le parfait. présenter avec la 3D maintenant. Voilà. Donc en fait, bon, on n'a pas pu se coordonner avant, mais ça ira très bien du coup. Donc en fait, donc Nicolas, il vous a présenté le côté méthodologique, hein, donc en sachant que tout ça, ça a été fait par Laure Pizzella avec le logiciel Isatis. Et donc ensuite, on a mis tout un workflow en place qui a été long à mettre en place en fait, hein, ça ne se fait pas naturellement pour pouvoir intégrer en fait tous ces résultats dans la 3D. Il faut savoir que ces simulations, elles sont faites à l'intérieur du modèle grâce aux surfaces qui ont été modélisées au niveau géologique. Donc c'est dans chaque enveloppe du profil d'altération que les simulations ont été faites. Donc on a pu séparer vraiment la latérite jaune de la rouge et de la saprolite en l'occurrence. Donc là, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est le résultat réintégré dans le GeoModeler. Vous allez voir que ça permet de comparer avec les structures faillées, etc., les épaisseurs et tout ce qui s'ensuit. Donc, je vais vous partager l'écran. Hop, c'est parti. Vous voyez? Oui. Allez, c'est bon. Donc, voilà ce que ça donne en fait. Donc là, on est dans l'enveloppe de la latérite uniquement. Et on a testé les différents faciès. Donc, c'est vraiment les simulations 3D qui ont été faites dans Isatis et qui sont rebasculées ensuite dans le GeoModeler. Donc là, c'est la répartition entre les faciès jaune, rouge et de transition. Donc, on voit que la latérite rouge et jaune sont quasiment aussi importantes l'une que l'autre en termes de répartition, puis bien contraintes à l'intérieur de la fosse, et qu'il y a très peu finalement de faciès de transition qui sont ici en vert et tout à la base en fait de la latérite. Donc voilà, c'est ce qu'on peut voir en fait là avec le modèle. On aurait pu imaginer avoir une répartition beaucoup plus guidée par d'autres choses. Bon, là, ce n'est pas le cas. On ne peut rien dire de ces faciès-là. Quand on s'occupe de la saprolite, donc c'est ce qui nous intéresse le plus puisque c'est là où il y a le nickel, hein, on a regardé donc les paramètres géologiques, donc les faciès, les lithologies et les niveaux d'altération. Donc ça, ce sont des données qu'on avait dans les sondages d'exploration. On ne les avait pas, par exemple, dans les sondages de pré-exploitation. Donc, c'est une donnée importante, en fait, pour nous à récolter par rapport aux miniers. Hein. Donc, dans l'enveloppe de la saprolite, la lithologie, il n'y en a que 3, en fait. Il y a la dunite D, H, c'est l'asburgite, et DH, c'est le mélange des deux. La dunite, vous la voyez en violet, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup moins que l'asburgite en rouge et le mélange des deux en vert. Donc ça, c'est une information assez importante. Ça veut dire qu'on va avoir quand même beaucoup moins de ce faciès-là. Donc s'il était porteur de nickel, il y en aurait moins et la répartition serait connue ici. Donc ce n'est pas le cas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas vraiment non plus d'orientation particulière. Alors on aurait pu voir typiquement le rubanement. Hein. On aurait bien voulu voir ce rubanement Nord 130 qui avait été mesuré sur le terrain et qu'on voit dans les sondages, hein, clairement. Là, c'est difficile d'en sortir quoi que ce soit. En fait, il y a la répartition de la asburgite et de la dunite. Elle est partout sur la fosse et partout, il y a de la saprolite, en gros. Voilà, juste il y en a moins de l'une et de l'autre. Ce qu'on a pu en tirer quand même, et ce qui avait été ressorti de l'analyse exploratoire, c'est que la dunite était plus facilement altérée que la asburgite.
Si on regarde les faciès de serpentinisation, toujours dans la saprolite, donc on a les faciès verts tout en haut, le moins serpentinisé, intermédiaire, normal, basal et gris qui est le plus serpentinisé. On voit là qu'on a une répartition en fait de faciès intermédiaire qui est très présent et qui est beaucoup plus vers l'ouest, plus de répartition vers l'ouest, que le faciès normal qui lui est plutôt vers l'est. Par contre, le faciès basal et gris sont quasiment inexistants. Il n'y a vraiment que quelques petits pointements au niveau du nord-est que j'ai mis ici tout en bas, tout à bas à droite. L'avantage de la modélisation, d'intégrer ça dans le modèle géologique, c'est de pouvoir comparer avec les failles. C'est ce que je vous ai mis à droite. On voit ici la faille noire, là, la fameuse faille bordière ouest, qui découpe ici, et on peut voir si effectivement il y a une relation entre cette structure de faille et la répartition des faciès. C'est difficile à corréler, à part le fait de dire qu'il y a une répartition est-ouest un peu différente. Voilà, on ne peut pas dire que les failles impactent spécialement la répartition de ces faciès de serpentinisation. Et ce que vous avez en bleu ici, c'est la grille calculée par le modèle, la grille des épaisseurs de la latérite, par exemple. Alors, on peut faire avec la latérite, à la saprolite ou autre. Et donc, on peut comparer les deux. Donc là où on voit des points un peu orangés, jaunes, c'est là où l'épaisseur est la plus importante. Donc, j'ai essayé de corréler ça avec la répartition des faciès. On voit qu'il n'y a pas de corrélation possible non plus. Si on regarde le niveau d'altération, là, ça change un petit peu. Donc, on a fait les 4 niveaux d'altération qui sont les plus présents. Vous avez en bleu le niveau altéré dur. Donc là, on est dans la saprolite rocheuse, hein, on est en profondeur. Et le niveau 3, dans lequel Nicolas disait justement qu'on avait le plus de proportion de nickel. Et puis le 4, en dessous, dans la saprolite terreuse, là aussi avec une proportion de nickel intéressante pour la fosse de Grand Saint-Pierre. Et le 5, qui lui est très peu présent et surtout très cloisonné à l'intérieur de la fosse. Donc là, on voit qu'on a déjà une répartition un peu différente et que les faciès, enfin les niveaux d'altération qui nous intéressent pour les teneurs en nickel sont répartis à peu près partout au sein de la fosse, mais avec moins de niveau 4 que de niveau 3. Si on les regarde depuis dessus, cette fois-ci, avec tout niveau d'altération confondu, là, on se rend compte que on est vraiment dans une problématique 3D et on voit qu'on a une orientation préférentielle qui est celle, alors soit des failles bordières ouest en noir et est tout en haut nord-est là qui sont rosées, ou alors la direction du rubanement. Hein, c'est aussi la direction du rubanement. On voit qu'il y a une alternance en fait, surtout au niveau des niveaux d'altération 5 et puis 4. On voit qu'on arrive à trouver une alternance assez régulière finalement de cette répartition des faciès. Donc, on a un premier guide sur ces niveaux d'altération qui peut être intéressant à regarder, à mettre en exergue. Là, j'ai reporté les simulations, hein, donc ont été faites par Crijage, des teneurs en nickel. Donc, toujours comparé au modèle structural avec les failles. Les valeurs les plus élevées sont en jaune orangé et on atteint en fait, on est au-dessus de 2,5% pour les jaunes et au-dessus de 3 pour les orangés. On voit que là aussi, il y a un guide qui se rapproche beaucoup, là pour le coup, surtout des failles au nord, là les failles bleues en bordure nord, et aussi cette orientation toujours présente nord-ouest-sud-est hein, qui est liée aux failles bordières ouest et est. Alors soit on est dans les failles pile poids dessus, soit on est dans le prolongement de ces failles vers le sud. Donc, pour essayer de faire ressortir encore un petit peu plus, si on trouvait des guides sur les valeurs les plus élevées, pour le coup, là, on dépasse les 3,5 jusqu'à 6% de nickel. On voit qu'on a des amas, en fait, et en particulier des amas très, très riches en nickel, tout le long là, des failles bordières nord en bleu, et des amas qui sont situés aussi sur la faille bordière ouest en noir. Hein, on a 2 amas, un au nord et un au sud. Également un peu au sud, pas grand-chose. Et puis les autres qui pourraient éventuellement être dans le prolongement des failles que l'on n'a pas vu. Je vous rappelle, hein, il y a ce vide de failles au milieu de la fosse parce qu'il y a encore beaucoup de latérite et qu'on n'a pas pu observer et donc mesurer ces failles au sein de la fosse. Mais on peut imaginer qu'on pourrait prolonger ces failles à l'intérieur de la fosse avec cette même orientation nord-ouest-sud-est. Là, on quitte les simulations, mais c'était pour montrer aussi la relation entre les fortes teneurs et les brèches de failles qui ont été relevées là pour le coup dans les sondages d'exploration
Donc, vous avez les brèches en particulier qui sont ici des points roses à ciment magnésien, pardon. Et vous voyez que ces brèches se répartissent vraiment quasiment sur les failles, hein. Surtout, c'est assez flagrant sur les failles du nord-est, là, les failles bordières est. On voit qu'on a vraiment des amas qui sont situés exactement sur les failles. Donc, c'est vraiment pas moi qui les ai déplacés, hein. Ça s'est vraiment présenté comme ça dans les forages. Tous les petits points que vous voyez, ce sont les forages qu'on a à notre disposition. Donc, il y a des zones où il y en a beaucoup. Donc, forcément, s'il y a des brèches présentes avec beaucoup de minéralisation, ça va se voir. Mais vous voyez que, par exemple, au sud-ouest, au-delà de la faille bordière ouest, en noir, on a très peu de forage. Donc, forcément, même s'il y avait des brèches minéralisées, on ne les verra pas puisqu'il n'y a pas eu de forage de fait. Voilà. Donc, pour ces brèches à ciment magnésien, c'est un peu comme les brèches à ciment silico-magnésien, ici en bleu aussi. Elles se répartissent un peu le long des failles. Par contre, pour les silico-magnésiennes, il y en a aussi à l'intérieur de la fosse, ce qui n'est pas le cas des brèches à ciment magnésien pur. Et puis, les brèches à silice, là, on les voit un petit peu partout. Donc, on se dit, ce n'est pas un guide particulier. Mais quand on regarde de plus près, on voit que quand même, au niveau de la partie très fracturée, là, que vous voyez un peu bordeaux, où il y a ces drains verticaux et subhorizontaux, on a un cumul, en fait, de ces brèches siliceuses. Et aussi le long de la faille bordière noire, ici, ouest. Donc, il y a quand même une relation entre ces failles et la distribution de ces brèches qui, je vous le rappelle, sont riches en nickel. Et c'est aussi ce qu'on avait vu sur le terrain avec beaucoup de garnirites qui venaient en fait sur les plans de faille, surtout au nord. Voilà, donc j'en ai fini pour cette distribution des faciès. Je vais passer la main à faciès et teneur en nickel au géophysicien. Donc je pense que c'est Frédéric Dubois, pardon, qui devrait intervenir. Je ne sais pas s'il est arrivé. Oui, il est arrivé, super, bravo. Donc, c'est très bien. Donc, il avait quelques contraintes, mais donc il est là. Donc, tu vas pouvoir présenter la partie modélisation géophysique. Donc, on a deux présentateurs parce qu'il y a une partie 3D et une partie 1D. On a testé différentes méthodes et donc chacun va vous présenter sa partie. Donc, je te laisse te présenter, Frédéric, peut-être aussi avant d'intervenir. Bonjour, Frédéric Dubois, je suis géophysicien au BRGM, donc dans l'équipe qu'on appelle géophysique profonde. Voilà. C'est pas forcément très profond là, ce dont on va parler, mais c'est aussi une thématique sur laquelle on travaille également. Je vais juste partager mon écran. Hop, vous me dites quand vous avez eu la possibilité de voir. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, d'accord. Donc là, pour commencer, on va vous parler de la modélisation 3D, puisque c'est peut-être celle qui est intéressante pour donc, la partie en 3D, donc pour que ça colle le plus à la partie, on va dire, du modèle 3D. Mais c'est peut-être également celle qui est la moins aboutie d'un point de vue pratique sur l'utilisation courante. Pierre-Alexandre vous en parlera après. Généralement, c'est des inversions 1D latéralement contraintes qu'on fait en géophysique, hein, en aéroporté en tout cas, en EM aéroporté. Donc là, je vais vous montrer un peu le travail qui a été fait donc sur la partie modélisation et inversion 3D. Donc la première étape, comme Séverine l'a dit, en fait, on part d'un modèle géol. Et ce modèle géol, donc on a des différentes unités géologiques. Et ces unités géologiques, en fait, il faut leur attribuer une résistivité électrique. En l'occurrence, là, on travaille en électromagnétisme. Donc il faut trouver une valeur de résistivité à chaque unité, en supposant que chaque unité est homogène. On pourrait faire varier aussi on pourrait discuter de ce critère. La première chose qu'on a effectuée avant de faire des modélisations, c'est une comparaison, c'est-à-dire qu'on avait la chance d'avoir déjà des données aéroportées, donc observées sur le terrain. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste regardé de manière, on va dire, empirique les sondages, si vous voulez, observés versus les sondages, donc les sondages EM, en quelque sorte, hein, versus les sondages géologiques. Donc le but du jet, en quelque sorte, c'était de trouver une correspondance entre, comme vous voyez sur la droite, là, une correspondance entre une lithologie particulière et une résistivité électrique qui nous permettra ensuite de venir alimenter notre modélisation. Alors, la difficulté, alors vous voyez là, on a tout un jeu de sondages comme ça où on a la distance, vous voyez, entre le point EM le plus proche
et le sondage, ce qui nous donne une indication. Vous voyez, si c'est à 100 mètres, la contrainte elle est assez faible. Là, on a 4 mètres, donc souvent on a des froches qui sont assez proches. Alors la difficulté, c'est quand on fait pas mal de statistiques sur ces données-là, c'est qu'on voit pas de choses qui ressortent vraiment. C'est-à-dire que c'est assez difficile de dire la roche altérée est à 100 mètres, la roche saine est à 300 mètres. C'est assez compliqué d'avoir des valeurs assez précises. Donc ce qu'on a fait pour éviter d'avoir trop de variations, c'est qu'on s'est reposé sur les valeurs qui sont présentes dans la thèse de Marion Isepi. Donc dans la thèse de Marion, là, alors je pourrais plus vous dire le numéro du tableau, mais elle donne des gammes de variations, ce qui est assez pratique. Donc on a un min et un max avec une moyenne, donc on peut un peu s'amuser à taper dans une distribution qu'on pourrait dire gaussienne. On pourrait essayer de trouver des valeurs dans cette gamme de variations. Alors une fois qu'on a associé à chaque enveloppe une résistivité électrique, il faut le modèle Geol. Donc le modèle Geol, il vient du GeoModeler. Et peut-être que Séverine vous l'a dit au début, comme c'est une modélisation qu'on appelle implicite, on n'a pas forcément on n'a pas de grille, hein, c'est-à-dire en géophysique, la plupart du temps, quand on fait de la modélisation et de l'inversion, on a besoin d'une grille qui consiste en fait à mailler, hein, donc là, en fait, on prend le modèle Géol et on vient créer en fait une succession de petites cellules 3D pour discrétiser le modèle géologique. Et cette discrétisation, bien sûr, il faut qu'elle dépende également des objets géologiques, c'est-à-dire que si vous avez une couche qui fait 50 mètres, on ne peut pas faire des cellules de 100 mètres d'épaisseur, hein, parce forcément, vous n'allez pas l'avoir. Donc, il y a quand même un travail sur le choix optimal de la cellule, sans que ce soit trop petit. Il faut que ce soit relativement petit pour décrire assez bien la nature de la géologie, mais pas trop petit non plus, parce que sinon, c'est votre temps de calcul là, qui va en prendre un coup. Donc, une fois que cette étape-là, on a fait le choix, donc on a récupéré le modèle géologique, on a fait le choix de la grille. Donc, vous allez voir, on a fait différents tests, hein, à 30, 10 mètres et 5 mètres d'espace, enfin de taille de grille. Après, il y a également le choix de l'étendue, c'est-à-dire on ne peut pas forcément faire une modélisation uniquement sur la zone, on est obligé d'étendre un peu. Donc ça augmente aussi le coût de calcul, le temps de calcul. Donc à la fin de cette étape-là, donc vous voyez là, on retrouve. Alors c'est assez pour que ça colle assez bien au modèle géologique. En fait, on a repris le code couleur pour qu'en fait vous puissiez. Oh, excusez-moi, je suis pas sûr. Excusez-moi, comme j'ai pas la, la caméra je sais pas si quelqu'un parle. Si? Non, pas du Non, tout. c'est D'accord. bon, c'était un bruit de fond. D'accord, pardon, désolé. Ok. Donc, une fois que vous avez ces valeurs donc en fait, on a remplacé. Alors, pour vous dire, c'est que c'est par catégorie. Donc, en fait, il y a toute la gamme de variations que vous voyez. En fait, elle est remplacée par une seule couleur unique. Je vous dis ça parce qu'après, pour les images d'inversion, forcément, ça peut biaiser un peu parce que généralement, là, on a plutôt tendance, hein, euh, vous avez pu le voir sur les images d'AEM ou de RT, par exemple, on met une barre de couleur qui est un peu lissée pour avoir un peu plus de granularité sur les variations de résistivité. Une fois qu'on a ça, peut-être la question la plus importante qu'il faut se poser, c'est entre deux couches. Donc là, vous voyez, intentionnellement, j'en ai mis 4, mais on peut quand même se poser la question si certaines couches, en fait, ne reposent pas dans la même gamme de résistivité. Donc la question qu'il faut se poser sur chaque méthode géophysique, c'est est-ce qu'il existe un contraste suffisant des propriétés de pétrophysique pour qu'on puisse voir une anomalie. C'est-à-dire que dans certains cas, si par exemple vous regardez un peu les données observées de DAEM, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a il y a pas de couche, par exemple, de saprolite, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas, ça veut potentiellement juste dire que la couche de saprolite a la même résistivité électrique que la couche en dessous. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et ça, c'est valable pour toute méthode géophysique, hein. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on a testé deux modèles. Le modèle 1, c'est le modèle classique, on va dire, celui qui a également été retenu par, on va dire, c'est le modèle de référence, donc avec des résistivités électriques bien séparées, dans le but justement, donc ça, c'est des valeurs qui ont été récupérées dans la thèse de Marion, pour qu'on ait des valeurs assez différentes, hein, vraiment segmentées, pour qu'on puisse avoir un contraste suffisant.
Dans le modèle 2, vous voyez, on s'est également amusé. Alors, on a regardé un peu les gammes de variations. Et en fait, si par exemple, vous regardez la saprolite et la latérite rouge, par exemple, il y a une gamme de variations de résistivité qui se recoupent. Donc, c'est pas impossible finalement que sur le terrain, on ait de la saprolite et de la latérite rouge qui ont le même résistivité électrique. Et donc, si ces deux couches se touchent, il n'y aura pas de contraste. Et donc, potentiellement, elles seront visibles que comme une seule couche de la part de la méthode géophysique en question, c'est-à-dire tout ce qui est méthode électrique ou électromagnétique. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit, c'est la partie, on va dire, le choix de la grille. Euh, ça, c'est un travail auquel il faut faire attention, puisque, comme je vous l'ai dit, il faut quand même mailler suffisamment petit. Donc là, vous voyez grille à 30 mètres à droite, grille à 10 mètres à gauche. Si vous maillez trop largement, en fait, vous allez perdre du détail. Si vous maillez trop finement, vous allez passer votre vie à attendre la fin du calcul. Dans le même temps, il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est, on va dire, ce qui est marqué ici, donc la plus petite, donc là, comme je vous dis, la taille de la plus petite anomalie géologique, mais également adaptée à la physique du problème. C'est-à-dire que vous allez avoir des méthodes géophysiques qui n'ont pas la même manière d'échantillonner le sol. Et donc, par exemple, notamment l'AEM, vous avez une sorte de cône de sensibilité, c'est-à-dire que vous allez être sensible à une zone plus ou moins grande autour de la boucle aéroportée. Et cette zone de sensibilité potentiellement est plus grande que la plus petite anomalie géologique que vous pouvez avoir. Donc ça aussi, il faut y réfléchir parce que si vous avez par exemple une sensibilité, vous voyez, je vous donne un exemple un peu hors scope, mais si vous regardez de l'INSAR ou des méthodes spatiales, par exemple, et que votre résolution est de l'ordre de plusieurs kilomètres, ça sert à rien de modéliser votre problème à l'échelle du mètre, d'accord? Tout sera moyenné à l'échelle du kilomètre. Voilà. Donc c'est un peu cet ingrédient supplémentaire qu'il faut également prendre en compte dans la modélisation. L'autre point, donc là c'est également pour vous montrer un peu l'effet, c'est l'importance du maillage dans la précision du calcul. C'est-à-dire que là, vous voyez, à 30 mètres, on a un léger décalage. Donc même le but du jeu, c'est d'avoir quand même, sur une grande partie du spectre, une courbe bleue. Donc là, je vous explique, la bleue, c'est la vraie, la noire, c'est ce qui est calculé numériquement. Donc le but du jeu, là, ici, c'est que la noire et la bleue se recoupent, se superposent parfaitement. Euh, donc là, en fait, on a utilisé un modèle homogène pour ça. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que même à la grille à 30 mètres, vous voyez, sur les temps assez longs, en fait, on a une petite perte de précision au temps long, qui n'est pas là vraiment au temps court. Oh, excusez-moi, au temps long pour la grille de 10 mètres. Donc ça veut dire que vous allez avoir une bonne précision, on va dire, sur ce qui est moyennement à très profond. Alors la difficulté, c'est que vous voyez, c'est que même si vous augmentez, donc là j'ai fait le test aussi pour la grille à 5 mètres, même si vous augmentez la grille à 5 mètres, donc vous diminuez la taille des cellules, vous n'allez pas corriger ça. En fait, ça vient du fait il faut en fait modéliser très précisément certains paramètres de l'acquisition qui sont complètement dépendants cette fois-ci du type de système que vous allez utiliser. Donc là, en l'occurrence, cette grande différence vient d'un filtre qui est appliqué par l'entreprise SkyTem à leurs données. Et donc, ça fait cette différence. Et ça a une importance puisque ça va également vous, en quelque sorte, compliquer l'inversion sur les temps courts et notamment sur les temps, c'est-à-dire que temps court, ça signifie en fait tout ce qui va être très proche de la surface. Je vous ai donné aussi un exemple de résultats de modélisation, c'est un peu comme ça qu'on les visualise en TDEM, c'est-à-dire que vous avez la ligne, donc là vous avez le modèle homogène, donc c'était les tests qu'on faisait, le modèle homogène à gauche, le modèle géologique qu'on utilise de Thio à droite, et en fait ce que vous voyez c'est qu'en abscisse vous avez, on va dire, la position de la source, c'est-à-dire en avançant le long d'une ligne, et sur l'Y, donc les ordonnées, vous avez en fait le champ secondaire, c'est-à-dire le champ qui va vous apporter de l'information sur la géologie. Et donc, vous voyez, sur un modèle homogène, vous avez des lignes qui sont horizontales. Et dès que vous avez finalement de la variation géologique avec des contrastes de résistivité, ce que vous pouvez voir, c'est que donc là, les différentes courbes, c'est les temps à laquelle vous enregistrez. Donc, ça va de 10 puissance moins 5 à 10 puissance moins 2, donc c'est des temps assez courts. Et ce que vous voyez, c'est que parfois, vous voyez que les points ne commencent déjà pas tous à la même hauteur, à la même valeur. Et en plus de ça, les points ne sont pas rapprochés de la même manière.
Et donc cet espacement entre les points et la hauteur à laquelle ils vont commencer, ça va vous donner une information, une sur les résistivités proche surface, et ensuite la distribution de résistivité en profondeur. Voilà. Et donc c'est ces données-là ensuite qu'on peut mettre dans un code qui permet d'inverser en fait les données et vous rendre une image de résistivité électrique. Donc juste pour vous montrer qu'il y a toujours une étape, souvent en géophysique, où il y a une étape intermédiaire où vous avez la visualisation des données, vous pouvez les traiter. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est que les données qu'on suppose créer, donc les données que vous voyez ici, en fait, hein, qu'on pourrait considérer comme observées, ce sont des données qui ont été créées synthétiquement. Hein, le but du jeu étant de voir, en fait, quel est l'impact, finalement, de l'inversion 1D, puisque comme je vous ai dit au début, c'est ce qui est souvent utilisé, l'inversion 1D. Alors, plus ou moins contrainte. Quel est l'impact de l'inversion 1D lorsque finalement vous avez des données qui sont dans la vie de tous les jours 3D, hein. Forcément, vous avez une réduction de la dimensionnalité et vous avez des pertes et ou artefacts. D'accord? Donc là, je peux vous montrer par exemple une ligne. Alors, je peux également peut-être en profiter. Je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble en 3D. Alors, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Ce que j'ai juste affiché pour l'instant, c'est les lignes de vol et la topographie sur la zone de tuyau. Donc vous voyez un peu toutes les lignes qui ont été, pour vous retrouvez certainement les coupes qui ont été faites les coupes qui ont été faites par Séverine. D'accord? Et donc on peut inverser chaque ligne, vous voyez, donc là vous la voyez bien celle-ci. Donc ces lignes suivent la topographie, hein, comme ferait un levé classique. Et donc, vous pouvez inverser par chacune de ces lignes indépendamment ou contrainte par les autres. Donc, si je vous donne une autre vue, vous voyez, ça ressemble un peu à ça, de manière... Frédéric, je te coupe, mais il faudra. J'accélère? Ouais, Ouais, parce qu'à 10 heures, j'accélère. on doit tous s'arrêter, ouais, s'il te plaît. Merci. D'accord. Bah, je termine avec celle-ci, alors, et puis après, je passe la main à Pierre-Alexandre. Quand vous inversez, donc ça, par exemple, c'est le modèle vrai. Et donc, quand vous inversez, donc ça, c'était un premier test d'inversion en 1D, donc contraint uniquement le long de la ligne de vol. Donc vous voyez que, la première chose que vous remarquez, c'est que là, la taille des cellules est assez petite, hein. C'est votre modèle, finalement, c'est votre modèle géol, hein, en quelque sorte, le vrai modèle. Et dès que vous inversez, finalement, vous avez un aspect de Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous avez ces grandes cellules-là, qui sont là, pour le coup, uniquement dues à la méthode qui est utilisée, c'est-à-dire que vous pouvez même avoir la modélisation la plus parfaite au monde, vous avez un effet de Moyen-Âge qui est dû finalement à la méthode que vous utilisez. Donc, donc là, ce que vous voyez, c'est on retrouve quand même certains paramètres. Alors, encore une fois, vous voyez, c'est par catégorie, donc ça veut dire que tout ce qui est lissé, vous n'allez pas le voir. Il y a d'autres effets qui sont un peu... Donc là, c'était vraiment les premiers tests, hein, pour la 3D. Ce que vous voyez, c'est que vous avez aussi des artefacts, c'est-à-dire que lorsque vous avez de la topographie, vous avez également, lorsque vous faites l'inversion, des choses qui ne devraient pas se retrouver là, vous voyez. Donc ça, c'est le genre de choses sur lequel on continue à travailler. Donc des artefacts qui sont dus à la 3D, qui ne sont pas forcément pris en compte quand vous faites une inversion 1D simple. Voilà. Bon, je m'arrêterai là et puis je donne la place à Pierre-Alexandre. Et vous allez voir que dans l'exemple de 1D, on améliore considérablement, notamment l'exemple de Pierre-Alexandre, l'approche surface. Vous allez voir que le fait de prendre en compte ces paramètres précis du système, ça change pas mal de choses, notamment sur les premiers mètres. Voilà, je lâche le partage. Hop. Merci. De toute façon, il y aura des questions, hein, après. Du coup, j'enchaîne. Vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. C'est bon. Ouais, alors, bon, du coup, on va s'intéresser aux modélisations plus 1D, là, où on peut être justement, où on a l'habitude de traiter ça en 1D avec les paramètres spécifiques du système et les filtres spécifiques au système. Donc, bon, j'ai fait un petit début très électromagnétisme. Juste pour dire, bon, bah, du coup, vous avez vu sûrement l'hélicoptère là qui est à droite. Alors, c'est une vieille photo, il faudrait que je la mette à jour, mais bon, peu importe. Et l'hélicoptère qui transporte la boucle, hein, donc l'électromagnétisme peut être mis au sol aussi, hein. Au Bergem, on le met au sol aussi en anti-thème, là, qui est une boucle tractée par quad.
Donc l'électromagnétisme, comme vous avez pu le voir précédemment, on va regarder la conductivité et résistivité électrique, les contrastes. Suivant les systèmes, ça va être de quelques 200 à plusieurs centaines de mètres. Alors, en Nouvelle-Calédonie, on était autour de 400 mètres, si ma mémoire est bonne. L'électromagnétisme, donc juste pour rappeler le principe, où on injecte un courant dans une boucle qui va créer un champ magnétique. Là, c'est ce qu'on voit en rouge. Et on va couper ce courant qui va faire disparaître le champ magnétique. Et la disparition du champ magnétique, en fait, va induire des courants dans le sous-sol, qui sont les courants en vert. Et ces courants vont réinduire un champ magnétique. Et en fait, c'est ce champ magnétique renvoyé par le sous-sol qu'on va mesurer. Et ce champ magnétique n'étant plus entretenu, les courants n'étant plus entretenus, en gros, ils vont se dissiper et le champ magnétique va décroître en fonction du temps. Et donc, nous, ce qu'on va mesurer, c'est cette décroissance du champ magnétique renvoyé par le sous-sol en fonction du temps. Et cette décroissance, elle va dépendre de la résistivité électrique. Et c'est comme ça qu'on va retourner à la résistivité électrique. Bon, je la fais rapide, s'il y a des questions, n'hésitez pas à la fin. Donc un petit schéma classique hein, où donc on a l'acquisition où on va mesurer différents points. On émet, on éteint, on enregistre, on émet, on éteint, on enregistre et l'hélico il avance comme ça le long de lignes de vol. Donc on va mesurer des croissances comme je l'ai dit là. Vous voyez ma souris je crois. Hein. Je peux montrer avec la souris. Oui, c'est bon. Ouais, donc l'hélicoptère, donc on va mesurer les décroissances en fonction du temps ici, et ces décroissances, en fait, le but du jeu, hein, c'est de les inverser pour retrouver la variation de résistivité en fonction de la profondeur ici. Et donc nous, là, dans ce qui nous intéresse, c'est du 1D, donc chaque mesure va donner un profil de résistivité en fonction de la profondeur. Ce qui se passe lors de l'inversion, quand même, il y a un pseudo 3D qui est utilisé, c'est qu'on va lier chaque sondage. Alors là, par des triangulations, en fait, on va lier chaque sondage avec les sondages voisins pour contraindre l'inversion et contraindre les modèles de résistivité entre eux. Et une fois qu'on a ces modèles de résistivité, donc on peut obtenir des modèles 3D de résistivité. Nous, ici, on va faire l'inverse. On a un modèle géol qui est normalement ici, qui est à l'issue de l'interprétation, et on va y mettre donc des résistivités pour obtenir ce genre de sondage-là, et on va revenir aux données ici. Donc on va modéliser à partir du modèle géol les données, et ces données, on va les réinverser en utilisant en utilisant la même méthodologie pour réobtenir des modèles 1D et voir ce qui est vu et ce qui n'est pas vu en fait. Sachant que ça reste de la modélisation, du coup, on n'est pas dans un cas réel, quoi. Hein. Donc, dans un cas réel, il peut se passer plein de choses qui aident ou qui n'aident pas à avoir les couches. Hein. Donc là, c'est vraiment une approche un peu théorique, mais voilà. Donc entre les deux, la modélisation et la réinversion, on va voir ce qui disparaît, ce qui est bien contraint. Enfin, c'est ça le but du jeu. Comme vous l'a dit Séverine, là, on est reparti des 14 coupes qui ont été extraites du modèle géologique 3D. Donc vous avez une vue là à gauche. Les résistivités qu'on a attribuées là pour l'exercice sont les résistivités qu'on avait trouvées là dans la thèse de Marion et dans l'étude Ophiostruct, où on voyait que la latérite rouge tournait quand même autour de 500 ohmmètres, la latérite jaune autour de 200, la saprolite on montait autour de 800 et le socle là on dépassait le 1000 et on atteignait souvent les 3000 ohmmètres. On a modélisé avec le code Horus Inv, qui est le code qui permet justement de tenir compte des spécificités du système et des filtres. C'est le cœur du Horus Workbench là, qui a été utilisé en 2019-2020 pour inverser les données acquises. Donc c'est ce que je dis après, c'est que les inversions, après, une fois la donnée modélisée, on a importé les données dans le logiciel Horus Workbench, qui est le logiciel d'inversion là, qui permet de faire les contraintes entre sondages avec la triangulation. Et c'est ce logiciel qui a été utilisé en 2019-2020 pour inverser les données acquises en 2019-2020. Donc vous voyez ici en bas une coupe
Donc c'est la coupe NS3 donc qui a été traduite en résistivité avec ce code-là, suivant les interfaces. Donc ici, c'est les interfaces. Donc en rouge, la latérite rouge, en jaune, la latérite jaune, mais on voit pas très bien. Et puis en vert, la base de la saprolite. Et puis le bedrock en dessous. Donc voilà, on a traduit les interfaces, la recoupe des interfaces du modèle géologique 3D avec ces coupes-là, et entre les interfaces, on a mis les résistivités. Donc ici, c'est les résultats obtenus en classique, on va dire. Donc on a fait deux types d'inversions, une smooth et une sharp. Alors une smooth, en fait, on va mettre beaucoup de couches, des couches qui ont des épaisseurs bien plus faibles que ce qu'on est capable de voir. Mais c'est un type d'inversion en fait qui va permettre de lisser qui va en fait traduire les variations de résistivité en les lissant. Donc on va obtenir des modèles de résistivité lissés, mais c'est un type d'inversion hyper efficace qui dépend peu du modèle de départ, et donc c'est celle qui est classiquement faite, donc où on a un modèle lissé de la résistivité. On a également testé l'inversion Sharp. Alors, l'inversion Sharp est plus difficile à paramétrer, excusez-moi, à paramétrer. Par contre, elle avait donné de bons résultats dans le cadre d'Ophiostruct. Elle avait donné de plutôt bons résultats, donc c'est pour ça que je l'ai faite. Donc, on reconnaît nos différents sondages là, le long de la ligne de vol qui ont été qui ont été inversés, et donc on a mis une échelle de couleur là que vous voyez à droite pour chaque sondage où on colore la variation de la résistivité en fonction de cette échelle de couleur. Donc ce qu'on voit, c'est que bon, la forme générale du profil, bon, on voit qu'il y a une altération et puis il y a un bedrock. Par contre, à part la base qui est plutôt bien marquée, les épaisseurs sont peu mal imagées. L'inversion Sharp, pareil, elle permet potentiellement d'être un peu mieux sur la base, plus précis en fait sur la base, mais on voit que bon, c'est assez difficile d'imager ces variations de faible épaisseur. Effectivement, ces variations de faible épaisseur tout se joue dans des temps où il faut être très précis. Donc voilà. Donc, on a ça, sachant encore une fois que dans Ophiostruct, l'inversion Sharp typiquement et l'inversion Smooth avaient déjà donné des résultats quand même exploitables. Donc là, c'est des résultats vraiment de modélisation. Il ne faut pas se dire, tiens, l'inversion Smooth telle qu'elle existe aujourd'hui ne marche pas parce que les modélisations ici, c'est issu d'un modèle géologique 3D et c'est une coupe. Enfin bon, voilà. Hein, donc voilà. Mais c'est pour montrer un peu que l'inversion smooth classique telle qu'elle a été faite en 2019-2020 et dans Ophiostruct peut avoir des difficultés à imager le profil d'altération, surtout quand les épaisseurs sont faibles, comme là. Donc, on a réappliqué un nouveau traitement qui existait déjà à l'époque, qui venait d'apparaître en 2019-2020. Donc, on a noté dans le rapport des acquisitions comme existants, comme à fort potentiel, mais on avait fait le choix de ne pas l'utiliser parce qu'il était nouveau, et donc on ne voulait pas prendre le risque non plus d'utiliser quelque chose de nouveau et de dégrader des résultats standards qu'on obtenait de manière standard avant. Donc on n'avait pas pris le risque de l'utiliser, par contre on le citait bien, et on citait bien le fait que bon, normalement il était à haut potentiel. Et donc là, c'est ce qu'on voit ici, hein, donc c'est le système response modeling qui permet de prendre en compte, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permet d'améliorer grandement la résolution en proche surface. Donc voilà, vous avez les deux mêmes coupes à gauche que la diapo précédente, donc en inversion smooth et en inversion sharp, mais avec l'inversion système response modeling. Donc on voit qu'on améliore nettement les choses et on améliore nettement la caractérisation des épaisseurs des horizons. Donc, c'est totalement compatible avec les données acquises en 2019-2020, ce traitement. Voilà. Donc, ça, c'est un résultat important qu'on a obtenu sur le fait de l'utilisation de ce nouveau traitement pourrait permettre, même si, encore une fois, les données aujourd'hui permettent quand même de faire pas mal de choses, je pense,
On voit que dans les cas où les épaisseurs sont faibles et dans des contextes un peu compliqués, le système Response Modeling peut améliorer grandement les choses. Donc, on a constitué un cube de résistivité 3D à partir des 14 profils inversés. Donc, on a interpolé, hein, ça veut dire ça en gros, hein, on a interpolé les résistivités inversées sur les 14 profils et on a constitué un cube qu'on a importé dans le GeoModeler et qu'on a comparé au modèle géologique. Bon, ce qu'on s'aperçoit, là, vous avez une vue donc de deux coupes, de deux coupes de résistivité dans le cube 3D. Donc là, on n'est plus sur les sondages, hein. Là, on est dans le modèle 3D. Donc, on n'est plus au niveau des données. On est vraiment dans le cube 3D. Et ce qu'on voit, c'est que le cube 3D, donc là, on a deux coupes qui sont extraites du cube 3D, semble plutôt bien fité avec le mur des latérites jaunes, typiquement. On a fait ça aussi, le même exercice avec la saprolite, et c'est plutôt pas mal aussi. Et les latérites rouges, qui restent l'horizon le plus difficile à contraindre parce que d'une, c'est peu épais et de deux, c'est résistant. Et donc, l'EM, déjà, les petites couches résistantes en proche surface, c'est plus difficile à voir pour la méthode. Et donc, on peut aussi avoir directement une approximation indirecte de l'épaisseur des latérites jaunes parce que plus l'horizon sera conducteur, en gros, et plus la latérite sera épaisse en général, parce que plus le modèle aura le temps d'arriver à cette résistivité dans ce modèle smooth, où il est obligé de passer par un peu toutes les résistivités avant d'atteindre la résistivité de la couche. Donc ça, c'est d'autres comparaisons sur les coupes extraites du modèle 3D avec où vous avez aussi les limites de formation qui sont reportées et puis les failles qui sont également reportées. Là, ce qu'on voit encore, hein, la morphologie générale hein, semble bien respectée. On voit encore, on imagine encore assez, on imagine bien les latérites jaunes, la saprolite. La latérite rouge qui est un peu plus compliquée, notamment dans les variations haute fréquence, mais qui globalement, en moyenne, l'épaisseur est quand même plutôt bien respectée. Mais on ne va pas du tout voir les variations haute fréquence qui sont de toute façon pas possibles aussi, dû à la résolution de la méthode où on a un point tous les 30 mètres le long de la ligne de vol. Donc, si cette variation fait moins de 30 mètres, déjà, on pourra pas le voir, quoi. Comparé aux failles, on voit que quand il y a des failles importantes ou des épaississements du profil d'altération, la méthode permet de le voir très rapidement, hein, ça c'est très bien. Par contre, il y a certaines failles qui peuvent ne pas avoir de jeu ou qui ont des jeux dans des horizons qui ont des résistivités similaires. Et là, on voit pas grand-chose. Donc, on a estimé que voilà, le rejet ou l'approfondissement devait être pluridécamétrique si on voulait bien l'imager avec la méthode EM. Donc, voilà pour les résultats. J'ai 3 slides de recommandations suite à ces résultats. Donc, les premières recommandations concernent principalement les résultats obtenus, hein. Donc, on voit que l'EM, hein, puis bon, ça on l'a vu dans Ophiostruc, dans la thèse de Marion et Isepi, et puis il y a Julie Jean-Père aussi qui a utilisé les données, et puis je sais pas qui d'autre, mais on voit quand même que les données, déjà telles qu'elles existent, elles ont une capacité à imager le contexte néo-calédonien quand même de manière assez bonne, mais que dans des milieux plus complexes, à des épaisseurs plus fines, il apparaît quand même nécessaire d'inverser la donnée en utilisant le système Response Modeling. Et nous, c'est ce qu'on recommanderait hein, d'essayer de l'appliquer sur les données acquises en 2019-2020. L'inversion 3D semble elle aussi donner de bons résultats. On pourrait imaginer un peu comme ce qu'a présenté Frédéric juste avant, hein, que des inversions 3D pourraient permettre de mieux dessiner des objets spécifiques, donc des failles majeures, des morphologies de fosses, vraiment en local.
Et également, ce qu'on sait, ce qui n'a pas forcément été probant là, parce que pas forcément testé, parce que compliqué à tester, mais ce qu'on sait, c'est que une inversion plus contrastée que la smooth est plus accessible que la sharp en termes de paramètres, parce que l'inversion sharp, elle permet juste de mieux contraster les résultats de l'inversion smooth, en fait, mais elle est difficile à paramétrer. Donc, une inversion contrastée et plus accessible que la sharp pourrait permettre une interprétation plus quantitative des épaisseurs. Donc, il y a une inversion de type few layer qui existe aussi, qu'on utilise très peu parce qu'elle est très très dépendante du modèle de départ qu'on met et très complexe. Par contre, il y a des développements aujourd'hui qui commencent à arriver. Donc, il y a des développements d'approche IA avec utilisant l'IA qui permet voilà, d'essayer de retrouver des modèles contrastés. On est au BRGM, on développe aussi une approche de notre côté pour contraster les résultats. Donc, bon, là, j'ai mis un exemple préliminaire pour l'instant sur la méthodo, mais voilà, où ce que ça peut donner entre un modèle qui est lissé à gauche et un modèle qui est contrasté à droite. Et je pense que aller vers des modèles contrastés pour la Nouvelle-Calédonie, c'est important parce que on a la saprolite qui a une résistivité intermédiaire entre les latérites jaunes et le bedrock typiquement. Et cette résistivité intermédiaire, bah, elle est dans la croissance de la résistivité entre la latérite et le bedrock. Typiquement, s'il n'y avait pas de saprolite, mais que de la latérite et le bedrock, en fait, on aurait de toute façon dans la version smooth une augmentation régulière de la résistivité jusqu'à la résistivité du bedrock. Et là-dessus, on met une saprolite qui a cette résistivité intermédiaire. Donc, sur les inversions smooth, il peut être très compliqué de voir la saprolite en dehors de l'effet de lissage, quoi qu'il arrive de l'inversion. Donc c'est pour ça que je pense que déjà pour voir la saprolite et mieux la caractériser, une inversion de type contrasté serait importante. Et puis pour bien mieux voir les murs de la latérite, je pense que ça peut être également très intéressant. Voilà, donc ça c'est les premières recommandations. J'ai été un peu rapide étant donné le temps, mais bon, voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. J'ai accéléré un petit peu. Sinon, là, c'est plus des recommandations classiques où, bon, bien sûr, on recommande de faire des profils perpendiculairement en structure géologique, ce qui permet d'obtenir les meilleurs contrastes en général. Et puis qu'en fonction des reliefs et de la résolution souhaitée, hein, donc le système aéroporté pour nous reste totalement d'actualité. Sachant que le recours à le M aéroporté pourrait permettre d'éviter, et c'est pour ça qu'il avait été mis en œuvre en 2019-2020, hein, pourrait permettre d'éviter de faire des forages tous les 5 à 10 mètres. Mais par contre, nécessite quand même de faire des forages de calibration. Et, donc nous, ce qu'on recommanderait, c'est de faire des forages après l'acquisition pour les placer suivant les résultats de l'acquisition et pas avant l'acquisition. Voilà, c'est ce qui nous paraît être le plus optimisé. Sachant que le M va montrer des poches d'altération, des épaississements, des structures, et c'est là-dessus où potentiellement on aura un peu plus d'infos où placer au mieux les forages. Alors là, il y a une petite contradiction avec l'étude géostatistique qui a été faite avant. Pour l'étude géostatistique, effectivement, il n'y a pas besoin d'aller voir le bedrock. Par contre, pour la géophysique, je pense qu'il est important quand même d'avoir ce bedrock. Donc bon, ça c'est voilà, à voir en fonction de la stratégie adoptée. Mais pour la géophysique, par contre, atteindre le bedrock permet de mieux caler hein, forcément les résultats. Bon, et puis comment? Et puis la distinction entre latérite jaune et rouge, ça serait bien de la faire vraiment systématiquement sur chaque échantillon, parce qu'on voit qu'il y a un contraste géophysique, on voit qu'il y a une importance sur le nickel, et ça aiderait fortement l'interprétation des résultats. Et enfin, le dernier,
Donc, on n'a pas fait d'analyse fine de la couverture. On n'a pas dit si j'enlève trois coupes, qu'est-ce qui se passe enfin bon, voilà, on n'a pas fait cette analyse-là dans ce projet. Par contre, plus le levé sera fin et plus normalement on aura une résolution importante. Sachant que le levé de 2019-2020, je crois que c'était une ligne tous les espacée une ligne tous les 400 mètres, quoi. Donc c'est quand même plus important que là les 14 coupes qui ont été réalisées dans le cadre de la fosse. Donc on voit quand même qu'à partir de cette étude que si on augmente le nombre de profils dans un petit secteur, bah, on augmente la résolution forcément. Donc les 14 coupes là ne sont pas forcément représentatives de la résolution de l'acquisition 2019-2020. Bah, seulement le long des lignes de vol, on a repris exactement les mêmes paramètres et donc on a la même résolution. Par contre, entre les lignes, on a 14 profils qui sont dans un petit secteur, alors que en 2019-2020, voilà, il y avait une ligne tous les 400 mètres, quoi. Donc, ces acquisitions, on va dire, lourdes, restent fort utiles pour explorer à large maille, quoi qu'il arrive. On n'arrivera pas à faire mieux, ça c'est sûr. Par contre, lorsqu'un secteur plus local est ciblé, on pourrait recommander l'utilisation de systèmes plus légers qui commencent à apparaître là sur le marché. Donc, le BRGM va réaliser des premiers tests en France là, cette année, normalement. Et qui pourrait amener des résolutions inédites et permettre justement l'obtention de 14 profils, voire plus à l'échelle d'une fosse, quoi. Ce que ne pourra pas faire ou à des prix exorbitants l'aéroporté lourd. Et ce que ne pourra pas faire l'aéroporté lourd si on veut une ligne tous les 50 mètres typiquement, espacée tous les 50 mètres. Voilà, j'ai terminé. Excusez-moi, j'ai été un peu rapide vu le temps, je ne voulais pas prendre trop de temps. Donc j'espère que ça a été compréhensible. Ça allait très bien, Pierre-Alexandre, je te remercie. Je ne vais pas faire je peux conclure grosso modo sur ce côté recommandation, donc sur le côté géologique et analyse sur tout ce qui a été fait. En gros, donc il y a effectivement tout cet aspect géophysique et puis on a bien vu que l'aspect géologique était surtout ciblé sur le côté structural et puis en termes de sondage, de bien faire la différence entre la latérite rouge et jaune, à la fois pour la géologie mais aussi pour la géophysique. Et également par rapport aux résultats de l'analyse exploratoire, tout ce qui concerne la limite entre saprolite terreuse et dure, ce qui n'a pas été fait là pour le coup, mais on voit bien que les concentrations en nickel se concentrent essentiellement là. Donc, à la base de la latérite jaune, à l'interface entre la saprolite dure et terreuse, et le long des failles, évidemment, avec cet aspect important de la structuration en boîte à œufs et de rubanement. Voilà, donc je ne vais pas développer plus parce que sinon on n'aura pas le temps pour les questions, mais tout ça sera dans le rapport. Et puis, je vous laisse nous poser des questions avec grand plaisir. Et je remercie mes intervenants.